Bonjour à nouveau à toutes et tous. Merci aux panélistes qui nous ont rejoints et qui ont accepté d'intervenir dans cette conférence annuelle, et merci à Laurent Terris qui l'anime. Donc, je vous rappelle le titre de la conférence, c'est « À la suite de la crise sanitaire, sommes-nous face à un changement de paradigme pour les fondations et fonds de dotation ?» Christian Berthuis, directeur général de la Fondation OVE, répondra à cette question. Florence Casalis, co-directrice du Fonds de dotation Entreprendrez Plus également. Guillaume de Citre, président fondateur du Fonds de Citre. Jean-Marie Destré, délégué général de la Fondation Caritas. Anne Delamotte, directrice de la Fondation Université de Lille. Et Éric Yapjean, directeur général de la Fondation Armée du Salut. Merci donc d'avoir accepté de participer à cette conférence. Et Laurent, je vous laisse la parole pour mener cette discussion. Merci Anne. Comme nous tous l'avons vécu, une crise de cette ampleur, c'est très éprouvant, ça oblige à se remettre en cause. Donc il n'y a pas de doute, je crois que tout le monde a ça en tête, que ça a qui existait. Ça a peut-être aussi révélé des choses auxquelles on n'avait pas pensé dans nos positionnements, dans nos actions, nos pratiques. La question aujourd'hui, c'est de savoir s'il s'agit d'une accélération ou vraiment d'un changement de paradigme. Et donc, vous êtes tous des acteurs qui avaient été, à un titre ou à un autre, sur un sujet, une cause ou une autre, impliqués et bousculés. Et puis, on a tous vécu une année très, très éprouvante, mais parfois passionnante aussi. Et donc, l'idée, c'est que chacun d'entre vous réponde à deux grandes questions. La première, c'est comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous êtes adapté. Et puis, une deuxième série de questions qui sera aujourd'hui, quels enseignements vous en tirez, quelles évolutions vous imaginez pour l'avenir. Voilà, donc je crois qu'on avait effectivement récemment le baromètre de la Fondation de France sur la philanthropie qui disait que 4 fondations ou fonds sur 10 est actuellement en train de réfléchir à sa stratégie. Effectivement, à la Fonda, au titre d'administrateur de laquelle j'interviens, je vous donne ce petit coup de main aujourd'hui, on est très interrogé sur la prospective, les évolutions, aussi bien en termes de business model, création de valeur, que de pratiques dans la co-construction, que la question des territoires, etc. Et évidemment, dans le cadre de l'agence, on est pas mal questionné sur les évolutions stratégiques et aussi tout ce qui se passe sur le digital, l'évolution des modes de communication, de mobilisation des bénéficiaires, des parties prenantes et des donateurs. Et tout ça nous bouscule. Alors, j'entre dans le vif du sujet avec une première question à laquelle chacun d'entre vous est invité à répondre assez rapidement et assez concrètement. Je précise pour les participants que le dossier qui a été envoyé présente chacune des structures de façon plus approfondie. Donc, la première question, c'est tout simplement votre retour d'expérience sur cette période Covid, qui n'est pas tout à fait finie, malheureusement, enfin, on croise les doigts. Quelles nouvelles actions votre fondation, votre fonds de dotation a-t-il mis en œuvre pour répondre à l'urgence? Quels nouveaux modes d'action? Et donc, plus précisément, est-ce que vous avez imaginé des réponses collectives? Est-ce que vous êtes allé sur des nouveaux programmes, des nouvelles façons de faire? Est-ce que vous avez remis en cause des idées, des modes de fonctionnement qui étaient les vôtres? Et je passe tout de suite, pour répondre à cette question, la parole à Christian Berthuis, donc directeur général de la Fondation OVE, qui va nous raconter comment, avec un collectif d'autres organisations, il a pu répondre, ils ont pu répondre à la situation et également peut-être aussi coopérer avec les pouvoirs publics sur la gestion de la crise Covid-19. Bien, merci beaucoup de votre sollicitation. Bonjour à tous. Alors, en 3 minutes, essayez de vous faire partager peut-être deux moments clés pour avoir fait face à cette crise sanitaire que chacun d'entre nous a pu vivre, et au plan professionnel et au plan personnel. Ça a été le cas de la Fondation OVE. Alors,
deux actions que nous avons pu mettre en œuvre. D'abord, la participation régulière aux réunions hebdomadaires que la secrétaire d'État, Mme Cluzel, avait mises en place avec un nombre d'acteurs du secteur, les fédérations d'employeurs, les organismes, associations représentatives des personnes en situation de handicap, et puis quelques organismes gestionnaires, dont la Fondation VE. Et en fait, nous avons pu finalement très tôt nous organiser en repérant dans ces grandes réunions où on était 60-70 personnes, ceux d'entre nous qui, gestionnaires d'établissements et services, finalement étaient confrontés aux mêmes problématiques. Et en fait, on a pris l'initiative de constituer un groupe informel d'organismes gestionnaires et nous nous sommes mis au travail parce que quand on traverse évidemment des situations comme celles que nous avons tous connues, eh bien, voilà, des manières que les uns et les autres nous avons arrivé à trouver pour lutter devant cette anxiété forte que nous vivions, était d'essayer de produire, de travailler, d'être utile. Et donc, premier sujet, nous nous sommes organisés pour travailler et être présents et faire des propositions, notamment quand il s'est agi de réfléchir à ce qui était, avril-mai, la préparation de la sortie du confinement tel que nous le pensions dans les établissements médico-sociaux. Donc, avec ce groupe des 10 qui nous a permis d'être positionnés, d'intervenir, d'être organisés, d'échanger, de travailler, de permettre que nos équipes se rencontrent. Et puis, à la suite de ce premier travail collaboratif que nous avions conduit, eh bien, on a décidé de pousser un peu plus loin cette initiative de réflexion collective. Et il s'est agi, cette fois-ci, de répondre collectivement à un appel à projet de la Caisse nationale de solidarité de l'autonomie, qui était effectivement, après tout, la même thématique que celle que vous nous invitez à penser ensemble, qui était finalement comment avions-nous vécu cette crise et quels étaient finalement les enseignements que nous avions pu tirer. Effectivement, là aussi, ça a été un formidable travail qui a associé, il y a 10 organismes gestionnaires. Nous avons identifié ce que nous avons dénommé des pépites. 70 initiatives dignes d'intérêt ont été relevées parmi ces 10 organismes gestionnaires. On a mis en place un comité de suivi de choix et à cet instant, dans cette même période, 2 pistes de travail ont été identifiées comme dignes d'intérêt et donc elles sont celles sur lesquelles nous travaillons. Donc voilà une deuxième réponse sur la manière dont nous avons su travailler collectivement à la situation de crise sanitaire. Donc, un bel exemple de coopération, justement, de faire ensemble. Je crois que vous représentez 218 000 personnes accompagnées, 48 000 salariés. Donc, effectivement, ça dégage de l'intelligence collective, tout ça. Voilà, ce petit collectif. Alors, j'espère ne rien oublier. J'ai pas mes notes sous les yeux, mais donc, voilà, les 10 organismes gestionnaires, la Fédération Générale des PEP, le groupe SOS. On ne pourra pas tous les citer. On ne va pas tous les citer, pardonnez-moi, mais voilà. Mais on les trouvera sur le… Et effectivement, et en tous les cas, ce qui est important, c'est que là encore, la réponse était celle de travailler ensemble. Et là aussi, voilà, en tant que directeur général et pour les équipes aussi d'OVE, je me suis aperçu que c'était très important ce moment de partage dans une période où on était tenté de se replier sur soi. Merci. Alors, Florence Casalis, le fonds de dotation Entreprendre et Plus, c'est avant tout, enfin c'est une autre expérience parce que ce sont beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette aventure. Et donc là aussi, vous avez du coup dû être imaginatif et je crois que vous allez nous parler de Solinum, des grandes écoles de la transition. Racontez-nous en quelques mots. Oui, alors bonjour à tous et tout d'abord merci pour votre invitation. Alors effectivement, nous on est un acteur un peu plus petit, mais j'ai envie de dire très différent dans le sens où on est un fonds de dotation donc qui est porté par une alliance de 16 entrepreneurs. Alors quand je dis entrepreneurs, ça peut être aussi bien effectivement des entrepreneurs qui sont actuellement en activité, des personnes qui ont leur entreprise, des familles entrepreneuriales, des héritiers. Voilà, donc c'est assez diversifié et sur ces 16 entrepreneurs, on a autant d'hommes que de femmes et de 30 à 70 ans. Donc c'est vrai qu'on a un panel assez large et c'est vrai que quand on a été effectivement percuté par cette crise, très rapidement, nous, notre souhait, ça a été vraiment d'être au contact et de nos philanthropes et de nos porteurs de projets, parce que c'est vrai que c'est un peu la force d'Entreprendre et Plus, j'ai envie de dire, c'est d'être vraiment dans cette proximité, dans cette, on appelle même une famille, entre guillemets. Donc,
Donc voilà, donc c'est vrai que l'objectif, ça a été vraiment tout de suite de reprendre contact avec chacun, de savoir comment se portaient nos projets, nos entrepreneurs sociaux, comment ils étaient impactés directement par cette crise, et de même d'avoir le lien très 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 proche aussi avec nos philanthropes, parce que c'est vrai que même eux, j'ai envie de dire, c'est une crise qui les a beaucoup surpris. Pour certains, ils ont dû être très imaginatifs pour leur entreprise. Ils ont pu avoir peur, ils ont pu et même ils ont pu aussi se sentir déstabilisés en se disant mais finalement moi qu'est-ce que je peux faire, comment je peux agir, et mon rôle c'était aussi de les rassurer en leur disant mais regarde tout ce que tu fais déjà avec Entreprenez Plus. Donc voilà, et effectivement dans les actions qu'on a mis en place au moment où on a un peu fait un screen de tous nos projets, on a eu deux de nos projets qui sont revenus vers nous en disant écoutez voilà, nous on a un besoin urgent finalement de financement. Comment on peut faire avec vous? Et le premier, ça a été Solinum, donc qui est porté par une fille géniale. Je sais que Jean-Marie la connaît bien, mais Victoria Mansfield. Et donc l'idée de Solinum, c'est effectivement d'avoir une cartographie en ligne, on va dire, une plateforme des services pour les personnes en grande précarité. Et c'est vrai que pendant le Covid, en fin de compte, beaucoup de services ont fermé ou en tout cas ont changé leur modalité d'accès, etc. Et la façon, entre guillemets, d'avoir accès à tous ces services, de savoir en temps réel presque quels étaient les services disponibles ou pas, c'était via cette plateforme. Donc c'est vrai qu'elle était déjà présente dans quelques régions, mais rapidement, en fin de compte, il y a des régions qui sont venues frapper à la porte en disant mais nous on a besoin de vous, on a besoin de vous, on a besoin de vous. Et ça voulait dire aussi du développement informatique et donc vraiment d'avoir des moyens supplémentaires rapidement pour pouvoir remettre en place ce développement. Donc elle est venue nous voir, elle nous dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, etc. Et donc on a fait une levée de fonds supplémentaire, mais je veux dire en un zoom, j'ai envie de dire, pour pouvoir l'aider sur ce dispositif. C'est vrai qu'elle a été très convaincante et on le voit bien puisque récemment elle vient d'être d'être labellisée entre guillemets par l'État pour rentrer dans le plan de, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou, mais de réforme de l'État, j'ai un trou. Et elle vient d'avoir donc 1 million d'euros de l'État pour démultiplier sa solution dans la France entière. Donc ça veut dire que vraiment ce petit coup de pouce, j'ai envie de dire ponctuel, ça l'a aidé à réfléchir et à se développer. Et puis l'autre initiative qu'on a souhaité soutenir également, c'était les grandes écoles de la transition, qui est un projet qui est soutenu, qui est porté par plusieurs de nos entrepreneurs sociaux, que ce soit Mathieu Dardaillon avec Ticket for Change ou Latitude, etc., avec dans l'idée effectivement aussi de labelliser un certain nombre de programmes au sein des écoles, au sein notamment des grandes écoles, pour accompagner la transition, qu'elle soit sociale, écologique, etc. Et là, c'est vrai que c'était aussi un programme qu'il fallait mettre en place assez rapidement. En tout cas, toute cette réflexion, toute cette capacité à recenser, j'ai envie de dire, toutes ces initiatives là aussi sur un site internet. Et Mathieu donc nous a pitché ce nouveau projet et on s'est dit ok, banco, on y va. Et de façon, j'ai envie de dire individuelle, chacun de nos entrepreneurs, l'entrepreneur a dit voilà, on y va. Donc voilà. Et nous, à titre personnel, j'ai envie de dire, on dit voilà, maintenant ça fait plus de 10 ans qu'on existe, on n'a pas fait de grandes fêtes, on n'a pas eu le temps, mais en revanche, il faut qu'on se pose sur notre impact et on en a profité pour lancer notre évaluation d'impact, mais je vous en parlerai peut-être un peu plus après. D'accord, merci. Alors, ce thème de l'exclusion, il a été très présent dans l'esprit du public. Enfin, nous, on l'a vérifié, puisque au moment où on parlait beaucoup des soignants et beaucoup de la recherche, du soutien aux chercheurs, en fait, on a constaté que notamment chez les jeunes, il y avait une mobilisation particulière vers les publics exclus. Donc là, on a le point de vue de philanthrope. Et donc, je me tourne vers Eric Yapoujian, directeur général de la Fondation Armée du Salut. Je ne vais pas présenter, évidemment, mais donc, vous avez été en première ligne, vous avez été obligé d'adapter votre façon d'aller peut-être vers les squats, les bidonvilles. Vous gérez également des EHPAD. Vous avez peut-être, je crois, aussi adapté votre façon de collecter parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient donner en nature aussi. Et donc, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Et une grande partie de ce que je voulais dire, vous venez de le dire. Non, je rigole. C'est la bande-annonce. Merci en tout cas de nous inviter. Oui, on n'était pas du tout préparés, comme beaucoup d'associations gestionnaires d'établissements et de structures. Donc, on a un siège assez solide et on a très rapidement mis en place une cellule de crise qui nous a permis, avec la direction générale, donc l'équipe qui est autour de moi, et la direction qualité et gestion des risques, de mettre en place comme une armée, en fait, un peu plus d'efficacité là où on pouvait être débordé.
Voilà, donc sur les 200 établissements et services, en fait, on a monté ces fameux plans de continuité d'activité et aucune structure n'a fermé. Tout au contraire, la plupart, là où elles sont un peu réparties sur toute la France, elles ont réagi d'une manière assez encourageante sur les réponses à des gens qui se retrouvaient dans la rue et dans des conditions de précarité et sans aucun moyen de retrouver de quoi manger. Parce qu'en fait, beaucoup d'associations avaient des bénévoles. Les bénévoles étaient des personnes à risque ou en tout cas se mettaient en protection. Et nous étions nous-mêmes inquiets avec les 5000 bénévoles qui œuvrent à nos côtés. Et en fait, on s'est rendu compte que cette année qui vient de s'écouler nous a permis d'augmenter de 800 bénévoles et notamment beaucoup de jeunes. Donc ça, c'est encourageant pour l'avenir de notre France. On s'aperçoit que l'engagement est là. Et oui, effectivement, nous avons repris un petit peu le combat qu'on menait il y a 60-70 ans, après la Seconde Guerre mondiale, donc d'aller dans la rue et d'aller vers les populations les plus défavorisées, les plus démunies. Et moi qui disais souvent qu'on ne mourrait pas de faim en France, alors on peut toujours le dire, on ne meurt pas de faim, mais on a vraiment de très graves problèmes pour des familles entières paupérisées, vivant dans la précarité, quelquefois souvent même dans la rue, dans des lieux infâmes. Et aujourd'hui, par exemple, nous mettons à disposition environ 4000 par jour paniers repas qui sont offerts aux gens qui sont uniquement sur l'Île-de-France. Donc, vous imaginez ce que ça représente en nombre sur toute la France. Voilà, donc, dans nos activités, comme beaucoup, on a découvert ce qu'était le télétravail, ce qu'était la visioconférence, la preuve, alors que c'était quelque chose qu'on n'utilisait pas et ça s'est mis en place définitivement maintenant, que ce soit chez nous comme chez vous, je suppose. Voilà. Donc, on a aussi, et ça c'est très important, et ça vient d'être dit, multiplier le nombre de partenariats avec des très grosses fondations ou associations, comme par exemple Action contre la faim, avec qui on ne travaillait pas, et qui a carrément ouvert une structure française, alors qu'ils étaient que sur l'international. Donc, on est rentré sur le champ de l'humanitaire. C'est vrai qu'on accueillait des milliers de migrants déjà, mais on a une nouvelle façon de travailler. On en reparlera dans la deuxième question qui nous est posée. Bon, une armée sur le terrain, quoi. Voilà. Donc, et heureusement pas tout seul, parce que bien entendu, même avec les 22 000 personnes que nous accueillons dans nos structures, ça ne suffirait absolument pas. Il y a plus de 300 000 personnes qui vivent actuellement dans la rue. Hein. Voilà. Et peut-être un petit mot sur le don en nature, parce que ça aussi, c'est un peu nouveau. Bah, les dons en nature, on a fait un appel. Il fallait qu'on fasse un appel sur le bénévolat, je vous en ai parlé, et après on a fait un appel sur quelque chose que nous avions lancé il y a 2 ans, le mécénat d'entreprise. Et oui, de très grosses entreprises sont venues, nous ont accompagnés, nous ont aidés, des palettes sont arrivées, il fallait après les distribuer. Et on a trouvé les possibilités avec beaucoup de bénévoles, mais aussi des salariés du siège qui sont partis un petit peu dans toute la France avec les fameuses attestations et qui ont été, dans un premier temps, donner les matériels liés au confinement et aux distanciations. Et puis ensuite, c'est de l'alimentaire, c'est de l'hygiène. L'Armée du Salut est une œuvre extrêmement tournée vers la gente féminine, les femmes qui vivent dans la rue, les femmes qui sont victimes de violences. Les femmes qui sont seules avec des enfants et on a pu répondre beaucoup à l'hygiène et vestimentaire également, ce que nous avions arrêté. Emmaüs continue, mais nous l'avions arrêté dans les années 70-80 et en fait on est reparti sur ça parce qu'il y a des problèmes aussi bien sûr pour ces gens-là de vivre dans des bonnes conditions. Ok, merci. Et effectivement, souvent, c'est chez des gens qui n'ont pas la pratique du don ou de l'engagement, c'est un premier geste qui peut conduire à la suite aussi, de donner quelque chose en nature. Je pourrais dire aussi, mais je ne veux pas être trop long, c'est que quand on parle de l'Armée du Salut, je ne sais pas quelle est l'image que vous avez, mais très souvent, elle est soit ringarde, hein, avec l'uniforme, etc., soit alors vraiment les clochards, les gens qui sont abandonnés, etc., démunis. Et on touche une autre population. Donc, amener à la fois le geste et le matériel et le nom de l'Armée du Salut est aussi une difficulté de temps en temps. Mais bon, voilà, c'est la modernité et l'ambition qu'on a de montrer que l'Armée du Salut n'est pas fait que pour les plus démunis, même si c'est quand même un terrain, bien sûr, toujours à conquérir et à aider.
Mais voilà, donc je n'ai pas du tout parlé des EHPAD, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Tout à l'heure. Merci. Anne Delamotte, alors là, c'est l'autre grand sujet de l'année dernière, c'était la recherche. Et vous, vous avez été un peu là aussi interpellé peut-être sur ce que vous faisiez avant. Et vous avez donc très rapidement modifié votre façon d'agir sur peut-être de nouveaux sujets. Racontez-nous. C'est ça. En fait, la fondation de l'Université de Lille, son cœur, c'est plutôt effectivement de soutenir l'excellence en recherche et en formation. Et l'université est venue nous voir en disant on a besoin d'ouvrir un fonds pour équiper les étudiants en numérique. On savait, il y avait déjà des dispositifs pour mettre à disposition des ordinateurs auprès des étudiants qui en ont besoin, qui sont démunis. Néanmoins, la fermeture des campus, sur lesquels ils pouvaient trouver, notamment dans les bibliothèques, dans les salles de mise à disposition d'ordinateurs, ils pouvaient trouver des ordinateurs à disposition pour leurs travaux. Tout était fermé. Ils se sont retrouvés, certains, avec juste leur téléphone pour pouvoir suivre les cours, puisqu'ils ont tous basculé, vous le savez, en Zoom et autres dispositifs. Ils se sont retrouvés, certains, juste avec leur téléphone pour étudier. Impossible, impossible. Donc, on a essayé de monter une campagne qui a plus ou moins bien marché. Et les premiers donateurs, moi, ça m'a beaucoup émue parce que les premiers donateurs, c'était des étudiants, voilà, d'autres étudiants qui venaient au soutien d'autres étudiants dans la précarité. Et puis, une rencontre, une belle rencontre avec, elle aurait pu être là à mes côtés, il y a certains collègues là qui sont dans la salle, la Fondation Boulanger qui a revu sa mission pour la recentrer autour d'un monde connecté en faveur de l'éducation des jeunes et les sortir de l'isolement, l'isolement étant à prendre sous différentes formes. Une rencontre et on se dit, il y a quelque chose à faire, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Eux ont commencé à regarder de leur côté les matériels qu'ils pouvaient avoir chez eux dans leurs différents magasins, comment les reconditionner et les mettre à disposition des universités. De là est née une opération d'ampleur, puisque la Fondation de l'Université de Lille est membre du réseau des fondations des universités en France. Ce réseau regroupe une quarantaine de fondations. On s'est dit comment on peut organiser ensemble quelque chose. Et on est en train de construire, de co-construire cette belle action. Vous allez nous raconter ça, gardez-nous ça pour la suite. Alors, mais il n'y a pas que celle-là en plus. Oui, bien sûr, mais on ne peut pas tout raconter. Mais en tout cas, le sujet, on a beaucoup parlé du sujet effectivement des étudiants, de l'accès au matériel informatique pour certains, et évidemment de l'enjeu vital que ça a été pour eux. Alors, je me tourne vers Guillaume de Citre, donc président du Fonds de Citre, et vous aussi, vous êtes sur deux sujets qui ont été connexes, mais qui ont été très présents l'année dernière. Il y a eu la question de la lecture, bien sûr. On a beaucoup parlé des libraires, etc. Je crois que d'ailleurs, la lecture a progressé pendant cette période. Enfin, en tout cas, les livres se sont vendus. Et la deuxième question, vous êtes aussi très impliqué sur les questions environnementales. Et je crois que l'année dernière, se sont connectés ces deux sujets de la santé, de la pandémie et de l'environnement, et qu'il y a eu là aussi un cap qui a été franchi dans l'opinion. Racontez-nous comment le Fonds de Citre a répondu à tout ça. Bon, écoutez, bonjour à tous, merci effectivement pour cette invitation. Sur les aspects climat, j'en parlerai peut-être dans la deuxième question, parce que ça fait partie aussi de l'évolution de notre stratégie. Donc, le Fonds de Citre, on existe depuis une dizaine d'années maintenant. Guillaume, on vous entend très mal, excusez-moi. Ah, bah écoutez, donc je vais essayer de parler plus fort. Voilà, merci. Ce que je disais, c'est l'objet historique du Fonds de Citre, c'est l'accès aux livres et à la culture. Donc, on a monté un certain nombre de programmes, dont l'installation en France de boîtes à lire, les maraudes littéraires avec le SAMU social, et ainsi de suite. Bon. Par rapport au Covid, je pense que comme la plupart des gens, au premier confinement, comme la plupart des gens, c'était la stupeur. Donc, on a été un petit peu saisis par tout ce qui se passait. Ça a déjà été évoqué, mais on a une centaine de bénévoles. Il y en a beaucoup qui sont des personnes qui sont à la retraite. Donc, on a essayé d'abord de s'assurer qu'on sécurisait les équipes et qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation compliquée. Bon, après, je dirais assez rapidement, on a eu quelques initiatives qu'on a
adaptées. Je prends l'exemple des boîtes à lire. Donc, on installe en moyenne à peu près 50 boîtes à lire un peu partout en France. Et donc, avec l'association Lire pour en sortir, qui travaille dans les prisons, on en a installé en fait deux à la prison de la Santé, parce que la plupart des prisons n'avaient en fait plus de droit de visite. Et donc, dans les prisons, ça devenait assez compliqué, voire très chaud, voire extrêmement tendu. Et donc, on n'avait jamais installé de boîte à lire dans des prisons. Et là, je dirais la très bonne nouvelle, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à déployer ce projet-là, c'est qu'il y a eu un réel engouement de ces boîtes à lire dans les prisons. Il fait d'abord que ce soit accepté par l'administration, qui est évidemment toujours un peu inquiète de ce que ça peut faire. Mais je dirais que le retour pour l'instant est extrêmement positif et va continuer. Donc ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas démarré si on n'avait pas eu le Covid, donc c'est point positif. Et le deuxième, c'est qu'en partenariat avec une société que j'ai créée qui s'appelle Vivlio, qui fait des livres numériques, on a en fait équipé une dizaine d'EHPAD de livres numériques avec des contenus qu'on leur a offerts, que les personnes qui étaient littéralement, moi je dirais pas confinées, je dirais emprisonnées dans leur chambre, puissent lire des livres en numérique. Voilà. Et puis de fil en aiguille, ça s'est bien passé. De fil en aiguille, les restrictions sanitaires se sont au fil de l'année avec la vaccination calmées. Et donc maintenant, on a des programmes dans une dizaine d'EHPAD de la région lyonnaise, dans la France, en région parisienne, et à la PHP, là, avec Marc-Marche, permis de faire aussi des lectures de bénévoles. Donc ça, c'est un programme qu'on n'avait pas avant le Covid, qui non seulement rencontre un vif succès, mais qui a vraisemblablement vocation à continuer à se développer, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'EHPAD en France, et que la lecture aujourd'hui est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, il y a déjà d'autres structures qui ont commencé à faire ce genre de choses, mais je pense qu'on est loin de pouvoir dire que tous les EHPAD en France ont ce type d'offres bénévoles pour venir lire et s'inscrire dans la chambre d'une personne d'EHPAD. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et puis après, ça a déjà été dit, donc je ne reviendrai pas dessus, mais c'est effectivement le télétravail, faire en sorte que les bénévoles puissent toujours continuer à travailler. Il y a un programme qu'on a complètement arrêté, c'est la lecture dans une animation dans les hôpitaux lyonnais pour les enfants qui sont très malades, notamment qui ont un cancer. Donc on n'a pas pu parce qu'en fait l'hôpital a été fermé complètement. Mais je dirais que passé le premier confinement, tous nos programmes ont pu reprendre bien. Et indéniablement, il y a eu une vraie appétence pour le livre et la lecture, que ce soit auprès des SDF avec les maraudes littéraires, on a maintenant une maraude par jour, que ce soit dans les EHPAD, que ce soit avec les boîtes à lire comme je l'ai évoqué. Donc il y a, dans un contexte, on sait qu'il y a pratiquement 30% des Français qui aujourd'hui ont des détresses mentales à des degrés divers. Je dirais que la lecture a indéniablement joué un rôle, on espère, le plus positif possible pour essayer de se sortir d'un quotidien qui parfois était compliqué. Voilà. Merci. Et puis, l'action dans les EHPAD, ça ouvre des personnes. Quand on parle de fracture générationnelle sur le numérique, ça veut dire qu'il y a aussi des solutions de ce côté-là. Merci. Oui. Ce que je peux juste dire, c'est qu'il y a une question que la plupart des gens connaissent, c'est l'association de jardin où on a des personnes à la retraite qui vont lire dans les écoles. Et nous, on essaie de faire le système un peu inverse, c'est que des gens plus jeunes qui vont dans les EHPAD pour... et pour essayer de reconnaître, ça se passe plutôt bien. Voilà. Merci en tout cas. Merci. Alors, je ne présente pas Jean-Marie Destré, tout le monde, je crois, ici le connaît. Alors, la Fondation Caritas, c'est une centaine de fondations sous égide, donc vous avez un peu mobilisé le collectif, je crois, et donc pour réagir vite, mais aussi dans la durée. Merci Laurent, bonjour à tous. Peut-être pour apporter des compléments un peu différents, et je voulais parler d'agilité et peut-être de force du témoignage. L'agilité, ça a été effectivement, nos fondations en général ont des process assez lourds, des comités projets et autres, et j'ai été très heureusement surpris de notre capacité un peu à casser les codes habituels de fonctionnement, et on est arrivé à avoir
un fonctionnement notamment du bureau avec des capacités d'engagement de fonds qui s'est réalisé de manière hebdomadaire sur les mois de avril-mai, ce qui a permis d'être extrêmement réactif en réponse au financement des demandes. On a fait des appels à projets spécifiques. Donc, on a pu financer comme ça à peu près une cinquantaine de projets pour 1 600 000 €. Je vais juste donner 2 types de projets ou lesquels, je dirais, à la fois par des partenaires que l'on connaissait, qui avaient des capacités de travail déjà installées, de voir comment on a pu les renforcer. Vous vous rappelez tous qu'on a tous cherché les masques, tout le monde n'avait pas des talents de couturier. Et donc, on a par exemple travaillé avec le réseau Tissons la Solidarité, qui sont des entreprises d'insertion dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'upcycling ou la transformation de vêtements. Et là, donc, on a pu effectivement acheter très rapidement du matériel pour… il y avait des commandes publiques de masques, de Charlotte ou de surblouses qui n'arrivaient pas de Chine à l'époque. Et donc, voilà, remettre des entreprises d'insertion au travail pour produire effectivement un bien très recherché. Une autre expérience qui a été menée en partenariat avec nos amis de la Fondation de France et qui est très intéressante, c'est aussi le réseau des tables de Cana, qui sont des traiteurs solidaires. Et effectivement, tous les traiteurs étaient bien sûr à l'arrêt, mais nos collègues de l'Armée du Salut nous ont parlé effectivement de cette explosion alimentaire. Et là, on a pu faire retravailler aussi des entreprises solidaires qui faisaient du travail de traiteur pour apporter une alimentation de qualité à des personnes qui en avaient besoin. Donc, ça, c'est 2 exemples pour dire qu'on a à la fois été réactif et puis on a remobilisé des structures qui existent déjà en leur donnant une finalité complémentaire. Un mot sur l'engagement, effectivement, on est très heureux d'avoir pu engager quasiment une fondation familiale abritée sur 2 à la Fondation Caritas. Près d'une 50aine de fondations se sont engagées pour financer collectivement, ce qui n'est pas très simple non plus dans l'esprit, mais pour rentrer financièrement, collectivement dans ce financement. Et dernier point, je pense qu'on a tous aujourd'hui, et on voit encore un peu souper des réunions Zoom, Teams, Google Meet et autres. Néanmoins, c'est aussi un outil quand même extraordinaire qui nous a permis de rapprocher le terrain et les acteurs de terrain et le témoignage des acteurs de terrain, des financeurs, des philanthropes. Et je pense que là aussi, on a trouvé d'autres manières, effectivement, de témoigner, d'engager, de justifier effectivement cet effort. Et ça, voilà, je pense que ça, c'est quelque chose que nous allons certainement garder. Merci. Merci Jean-Marie. Et effectivement, ce nouvel outil qu'on pratique encore aujourd'hui, qu'on va pratiquer, je pense, en alternance très longtemps, on constate que dans les réunions comme aujourd'hui, ça permet aussi aux gens des territoires, des régions de participer et de ne pas être exclus des réunions des têtes de réseau. Alors, deuxième série de questions, et je suis désolé de vous mener au pas de course, mais c'est la règle. Comment cette expérience, vos expériences ont influencé votre stratégie, vos pratiques? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer maintenant? Mais aussi peut-être, selon vous, qu'est-ce que ça va changer en général pour le secteur des fondations et des fonds? Alors, je passe d'abord, comme précédemment, la parole en premier à Christian Berthuis, donc Fondation OVE. Et donc, quels sont les projets, les évolutions auxquelles vous pensez que vous allez vous attacher maintenant? Alors, peut-être cinq thématiques que nous avons repérées comme pouvant être peut-être des suites dans l'évolution du positionnement de la Fondation OVE, compte tenu de la situation de la crise sanitaire, mais finalement qui concourt à ce que sont le développement de nos activités. D'abord, premier sujet, c'est absolument renforcer la participation des bénéficiaires de nos actions, des usagers dans tout ce qui est mis en œuvre à leur intention. Autrement dit, c'est
fameuse question de l'autodétermination des personnes, du pouvoir d'agir sur lequel, absolument, et je commence par là, c'est effectivement un sujet sur lequel nous renforçons nos actions. Deuxième axe sur lequel nous avons repéré que peut-être grâce à la crise sanitaire, nous avions aussi l'opportunité de se saisir, de nous saisir d'évolution des pratiques professionnelles. Vous venez de l'indiquer à l'instant, la question de l'utilisation du numérique, des outils, des applications rendues davantage encore systématisées par les modalités d'accompagnement que nous devions faire notamment pendant la première phase, où certains établissements accueillant par exemple des enfants et des adolescents étaient fermés, mais néanmoins il n'était pas question de laisser enfants, adolescents et familles sans soutien. De la même manière, et sur l'aspect professionnel, la question du travail à distance qui, manifestement, dans nos métiers, qui sont les métiers de l'accompagnement, et bien, pour autant, nous n'avons pas fermé la porte aux discussions à ouvrir sur ce sujet. Troisième niveau de réflexion sur lesquels nous travaillons avec nos administrateurs, c'est celle de la recherche, pour illustrer ma première intervention, sur les recherches d'alliances sur les territoires que nous entendons conduire et effectivement, et je suis très heureux de me retrouver avec certains collègues que je connais pas forcément particulièrement encore bien, mais j'espère bien que ceci nous inspirera pour enclencher des coopérations sur les territoires parce que là encore, nous savons que nous avons des responsables. Il vous reste 2 minutes. Hein. C'est bien. Quatrième sujet, c'est celui des financements. On s'est aperçu que là encore, l'hybridation des ressources, pour reprendre cette terminologie que tout le monde comprend bien aujourd'hui, une organisation comme la Fondation VE qui a vécu pendant des années avec les financements publics, de la tarification, des produits de tarification. Effectivement, depuis 2018, nous avions engagé une démarche de sollicitation de recherche de financement et on a constaté aussi que l'année 2020, loin d'être malmenée par cette période de crise sanitaire, avait permis d'atteindre les objectifs que nous étions fixés. Dernier sujet, puisque la Fondation VE, c'est 2600 salariés avec évidemment un grand nombre de cadres, c'est effectivement du côté de la posture des managers de notre organisation, et effectivement renforcer la créativité, l'initiative, la responsabilité, toutes ces facultés de manager que la crise sanitaire a par essence amené à développer. Les soft skills, comme on dit. Florence Casalis, même exercice, comment vous réorientez ou faites évoluer Entreprendre et Plus suite à cette période, au sortir de cette période? Alors, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, donc nous, on est une alliance de 16 entrepreneurs philanthropes, donc répartis dans la France entière. Donc, c'est vrai que je rejoins les autres panélistes en disant que cette période un peu particulière qui nous a obligés à nous adapter a permis aussi de développer justement d'autres formes de liens et de pouvoir même faciliter ce lien avec tous nos philanthropes qui étaient en région. Donc voilà, mais au-delà de ça, c'est vrai que l'idée aussi d'Entreprendre Plus, c'est d'être toujours plus agile et d'être au plus près des projets que l'on soutient, et avec l'idée aussi de faire monter en compétence, j'ai envie de dire, nos philanthropes. Donc c'est vrai que dans les idées qu'on a et qu'on va mettre en place pour la suite, c'est vraiment mieux utiliser notre collectif via du co-mentorat, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on a des mentors, enfin voilà, chacun a ses comment dire, envies, ses besoins, enfin ses compétences, etc. Et on s'est aperçu que ça serait bien de mutualiser ces mentorats, en tout cas de les renforcer, de les hybrider là aussi. Et c'est vrai que notamment auprès des femmes, on voit bien qu'il y a des mentors femmes qui, comme toujours, qui se disent mais moi il faudrait que je sois comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Voilà, et ben non, au contraire. Donc là aussi c'est intéressant de voir comment on va développer ce co-mentorat. C'est potentialiser aussi l'accompagnement d'Entreprendre Plus en favorisant la mise en relation et le coaching de nos projets pour aller vers d'autres partenaires et faciliter les cofinancements et l'effet de levier. Et ça, on vient de le voir, on l'a vu tout au long de l'année. C'est vrai qu'on a énormément facilité ces cofinancements, et avec le dernier qui a servi à Ticket for Change notamment, qui est devenu… Merci. Parlez. Qui a remporté le prix de Groof, donc soit 1 million d'euros sur 5 ans. Donc c'est vrai que c'est un très 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 beau
effet de levier, j'ai envie de dire. Et quand je dis qu'on est vraiment aux côtés de nos projets, c'est qu'on a un de notre vice-président qui est allé pitcher avec Mathieu à Bruxelles. Et donc, il a vraiment soutenu jusqu'au dernier moment pour voilà, décrocher ce très beau prix. Donc voilà. Et au-delà de ça, c'est vrai que c'est aussi le financement du temps de réflexion de nos projets. Et donc, c'est vrai que financer l'infinançable, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon. Et j'ai encore un petit peu de temps? Non, allez-y, concluez. Je suis désolée. Et bien entendu aussi l'initiative qu'on a lancée donc avec Ashoka sur le financement du changement systémique, sur lequel on a été rejoint par d'autres grandes fondations comme la Fondation de France, la Fondation Entreprendre et Bettencourt. Voilà. Et puis comme je le disais tout à l'heure, notre évaluation d'impact qui est sortie le 22 juin et qu'on commence à communiquer régulièrement. Voilà. Merci et désolé de vous couper, mais en tout cas, je retiens ce terme de commentorat et aussi l'idée de mentorat féminin ou de mentorat adapté à la personne. Je trouve que c'est une idée assez nouvelle. Et pour les participants qui sont un petit peu frustrés, eh bien, vous pourrez, de toute façon, vous aurez les coordonnées de tous les intervenants, vous pouvez aller découvrir plus en détail ce qu'ils font. Alors, l'Armée du Salut, la Fondation Armée du Salut, vous avez donc, vous aussi, vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, ressorti des méthodes, mis en œuvre de nouvelles méthodes. Qu'est-ce que vous allez retenir là, dans les mois et les années qui viennent de tout ça? On avait engagé toute la réflexion autour de la réactualisation du projet. Donc, les 2700 salariés ont vraiment participé à ça. Ce qui fait que ça tombait très bien, puisque une fois qu'on a écrit un projet, il faut bien sûr engager une stratégie. Donc, on était là-dessus. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions plutôt des gestionnaires d'établissements jusqu'alors, hein, donc hébergement et logement. Donc, les lois vont vers ça d'ailleurs. Nous avons réaccentué nos interventions sur alors non seulement la distribution alimentaire, mais surtout une démocratie alimentaire. Parce que si on n'a pas les moyens de cuisiner, ou si on ne sait pas cuisiner, ça pose problème. Donc, on va au-delà de la simple distribution alimentaire. Et puis, on est maintenant sur cette crise sanitaire qui va conduire une crise économique. On le sait très bien et on le voit déjà, beaucoup de gens perdent leur emploi. Donc, on est sur une stratégie de développement maintenant au travers d'insertion par l'activité économique, de retour à l'emploi et de création d'emplois. Voilà. Et on a notre rôle à jouer en intégrant d'ailleurs une dynamique autour de la responsabilité sociétale environnementale, mais c'est encore autre chose qu'on pourrait en parler. Pourquoi? Tout simplement parce que ces publics que nous accueillons sont souvent des invisibles, c'est des gens sans voix qui sont très, méconnus, hein, c'est des publics très vulnérables. Et on voit bien aussi que j'ai pas d'attaque agressive derrière ça, mais les pouvoirs publics se sont tournés avant tout sur le secteur hospitalier, le secteur sanitaire, et le secteur privé non lucratif, social ou médico-social, il est balayé. Il est pas, même si on a applaudi à 20 heures beaucoup de gens qui travaillaient dans les EHPAD, dans les autres établissements de soins, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Je suis moi-même vice-président de l'UNIOPS, donc qui est l'union nationale qui reprend une grande partie du monde associatif, et on voit bien que il faut qu'on se bagarre comme pas possible pour essayer de revaloriser les métiers, revaloriser les rémunérations des salariés qui œuvrent auprès de ces publics. Voilà, donc dans une configuration où depuis 5-6 ans, les dotations, les financements publics des pouvoirs publics baissent considérablement. Ce que j'entends, parce qu'à la Fonda, on se bat aussi pour défendre l'associativité, hein, qui est souvent oubliée des décideurs, mais ce que j'entends, c'est que cette crise, à la sortie de cette crise, ça vous a amené quand même aussi à repenser votre projet un peu politique, d'une certaine manière. Absolument. Et donc d'ailleurs… on parle de démocratie sanitaire, vous parlez de démocratie alimentaire, c'est pas innocent. Oui. Mais il faut aussi savoir que l'Armée du Salut, qui est issue du monde protestant et donc de l'Église, une Église protestante de la Fédération protestante de France, n'était pas politiquement engagée. Donc on est aussi de la parole que l'on peut dire, parce que si les personnes ne peuvent pas toujours s'exprimer, au moins que les associations qui les accompagnent puissent s'exprimer, ce sera déjà un premier pas. Je finis vite en disant que on décloisonne nos établissements et qu'on est sur une évolution,
comment dire, les EHPAD ne peuvent plus fonctionner comme ils fonctionnaient. On a eu beaucoup de chance dans le travail et dans l'engagement des professionnels d'avoir très peu en fait de décès dans nos établissements, alors que pourtant nous en avons de nombreux qui sont en Alsace, d'autres qui sont dans l'Oise ou dans les Rhône-Alpes, alors que c'était des régions qui étaient très touchées. Voilà. Mais bon, on sait qu'on ne peut pas travailler seul et qu'il faut travailler avec le monde associatif. J'écoutais Caritas, son président, et indiscutablement, on a beaucoup de progrès à faire pour travailler les uns avec les autres dans le monde associatif. Jean-Marie Destrée vous répondra sûrement dans 1 minute. Merci d'avoir été rapide, mais en tout cas, vous avez lancé un sujet et je pense qu'on vous suivra, on suivra tout ça et ce que vous allez faire avec d'autres. Alors, Anne de Lamotte, l'Université de Lille, je crois que vous aussi, vous avez avancé énormément sur la question du collectif. Ah, carrément, parce que ça rejoint exactement ce que vient de dire l'Armée du Salut. Comment dire, là, il y a tout un collectif qui s'est mis en route de 8 fondations, de très très belles fondations, Fondation Ambert, Fondation des Possibles, Fondation du Nord, Fondation de France, Fondation des Lumières, la Fondation Cato de Lille et la Fondation de l'Université de Lille, ensemble, lutter contre le décrochage à différents niveaux, des jeunes notamment. Et c'est vrai que la première action, ça a été celle de permettre aux étudiants d'avoir un ordinateur pour continuer leur formation. Et puis, finalement, ça nous a entraînés vers autre chose. Enfin, c'est comment, des ordinateurs que nous avons reçus, certains étaient à reconditionner, comment on fait, vers qui on va. On a regardé du côté d'Emmaüs Connect, voilà, on pouvait aussi s'adresser autrement. Donc, comment on essaye de rentrer dans quelque chose de vertueux. Et puis, à la fin, ce sont les étudiants qui auront un ordinateur portable, la plupart du temps, on l'espère, voilà, pour vraiment bien… Donc ça, vous allez continuer, vous allez le développer. Je pense que, oui, moi, je suis persuadée que là, tout ce qui se fait actuellement, on a aussi eu, là, il y a dans la salle, il y a la fondation de Lille et la fondation du Crédit Agricole. Avec eux aussi, on a des actions. Je crois qu'il y a des causes qui vont nous rassembler. Et on va se dire, c'est terminé de faire les choses de façon complètement séparée. Un mot peut-être sur Call & Care. Oui, en fait, c'est les 8 fondations voilà, qui se sont mises ensemble avec un collectif territorial qui est le comité Grand Lille pour justement essayer de faire connecter les offres et les besoins et sur différents champs. Certains qui participent sont intéressés, vous savez où vous adresser. Guillaume de Citre, Fonds de Citre, ce serait intéressant, on n'a pas beaucoup de temps, donc peut-être que vous nous parliez aussi de la question environnementale et de l'engagement pour le climat. Oui, bien sûr. Alors, en quelques mots, pour autant, notre analyse, si vous voulez, c'est que ces sujets sur la culture sont importants, ils le sont encore plus qu'hier. Donc, nous, notre premier objectif stratégique, qui est qu'on a monté, que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure, on arrive à les déployer idéalement au niveau national. Donc ça, c'est, je dirais, notre premier objectif. Et on travaille souvent, effectivement, en partenariat, j'en ai évoqué quelques-uns. La deuxième, c'est qu'effectivement, il me semble, en tout cas, qu'un des enseignements du Covid, c'est qu'on a tous une certaine forme d'habitude dans nos pratiques. Et indéniablement, le Covid a bouleversé beaucoup de choses. Et donc, ça dit simplement que… de temps en temps, ou parfois, il se passe des choses qu'on n'avait pas anticipées et il faut réagir et il faut tout repenser. Bon. Et donc, dans cet esprit-là, la réflexion qu'on a menée au niveau de la fondation de Citre, et on verra que ça a été rejoint par d'autres, c'est qu'on travaille sur les questions de culture ou d'alimentation ou de santé et tout ça, on part tous du postulat que la planète sur laquelle on vit est une planète qui est habitable, avec un climat qui est respirable, avec une biodiversité qui nous permet de nous nourrir, ainsi de suite. Bon, force est de constater que ces équilibres sont en train d'être mis à risque avec des échéances à 5 ans, 10 ans, peut-être 30 ans, en tout cas une génération, pour que ces grands équilibres soient assez gravement menacés. Donc, de la même, quand on voit l'impact du Covid et qu'on sait que les rapports du GIEC ont tendance à dire que les impacts liés au réchauffement climatique seront bien supérieurs à ce qu'on a vécu avec le Covid, force est de constater qu'on a tous vraisemblablement intérêt à s'y préparer. C'est la raison pour laquelle, en discutant avec Marie-Stéphane Maradex de la Fondation Nina Carasso, mais aussi avec Fondation Nicolas Hulot, Fondation de France et quelques autres, on a lancé cette initiative qui a été lancée donc à l'automne et qui maintenant a quasiment 100 fondations en France,
qui consiste à créer une sorte de coalition française des fondations pour le climat, qui en substance dit, écoutez, quel que soit votre domaine d'intervention, tous ces domaines d'intervention sont importants, respectables et il faut évidemment continuer. Mais pour autant, on encourage toutes les fondations à rajouter un deuxième axe qui est un axe climat-biodiversité. Parce que s'occuper d'alimentation, si on ne s'occupe pas de réchauffement climatique, aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens. Et la santé, c'est pareil, et ainsi de suite. Et donc, on essaie de travailler là-dessus pour faire avancer le débat. Et je crois que Béatrice de Monlot en a parlé notamment à l'AG. On a un gros sujet au niveau des fondations en France et en Europe. Merci, désolé de faire si court, mais vous pouvez retrouver la coalition, c'est facile à trouver, et puis on mettra les liens. Et je me rappelle que cette initiative, Marie-Stéphane l'avait lancée au séminaire d'Annecy CFF la dernière fois qu'on s'était rencontrés physiquement, il y a 2 ans, et je me rappelle qu'elle avait lancé cet appel, et ça a vraiment fait du chemin depuis, donc c'est la preuve que les acteurs philanthropiques savent collaborer, coopérer. Jean-Marie Destray, le mot de la fin. Je vais peut-être rebondir sur ce que, voilà. pour un exemple de ce que disait Guillaume, c'est que nous avions notre comité financier hier, et dans les placements, entre guillemets, à risque de la Fondation Caritas de nos dotations pérennes, on a 15% d'allocation en actions et on est rentré pour 50% dans un fonds climat voilà, de solutions sur les problèmes. Donc nous, on est dans le social, mais je tenais aussi à ce que la Fondation, à son niveau, en tout cas, voilà, s'engage dans les questions climat, et on le fait par un investissement financier dans ce cas-là. D'ailleurs, un témoignage Fonda à ce sujet, c'est qu'on a retrouvé qu'en 2011, on avait interrogé 14 000 associations en France sur les questions du moment, aucune pratiquement référence à l'environnement. Et en 2014, on a recommencé, et cette fois-ci, on avait 60% des associations donc, sur le social qui commençaient à s'intéresser à l'environnement. Donc la connexion s'est vraiment faite, et je pense que ça s'accélère. Absolument, je pense qu'on est tous en progrès. Alors moi, juste en changement, notre réflexion a été de nous dire que cette crise sociale, elle s'inscrit dans la durée, elle ne va pas se résoudre demain, et très certainement les publics les plus précaires vont durablement être affectés. Donc, on a lancé une action qu'on a appelée Acteurs de résilience, dans lequel on a repéré 9 associations et entreprises sociales qui apportent des solutions sur des questions d'exclusion, le retour à l'emploi, l'accompagnement des jeunes dans les quartiers, les personnes exclues. Et on a monté un dispositif à la fois d'accompagnement financier avec une dotation de 45 000 € par an pendant 3 ans pour ces structures, et aussi un partenariat, un accompagnement en méthodologie, en évaluation d'impact, en apport de compétences, avec passerelle et compétences. Et donc ça, c'est une manière aussi, bien sûr, on va continuer à travailler de manière plus ponctuelle sur du soutien de projet, mais là, on s'était dit, c'est vraiment important, voilà, qu'un certain nombre de structures qui ont des capacités de passer à l'échelle, qui ont des capacités de faire plus, qu'on ait un geste fort aussi de se dire, voilà, on est à vos côtés, on croit en vous et on va vous accompagner à la mesure de nos moyens, mais on a été rejoint aussi par des fondations indépendantes en plus des apports de Caritas. C'est quand même un programme d'1 200 000 € qui est lourd. Et là, je rêverais d'en faire d'autres programmes de résilience. Donc, si certains veulent se joindre à nous pour sélectionner comme ça d'autres dans ce champ social où les impacts vont être durables, je pense qu'on peut tout à fait imaginer, il y a d'autres porteurs de projets qui auraient besoin d'être soutenus et accompagnés au minimum pour 3 ans pour leur dire qu'on est à leur côté. Voilà. L'appel est lancé, décloisonner, déconnecter, décloisonner les causes, parce que tout est lié maintenant, décloisonner les acteurs qui coopèrent et décloisonner les philanthropes. C'est un petit peu ce que fait le CFF finalement, de mettre tout le monde en connexion. Et ça me permet de faire la transition pour que Benoît Miribel conclue cette table ronde et cette journée. Ah, Benoît, es-tu là?
Anne, Benoît. Est-ce que vous m'entendez? Très bien maintenant. Parce qu'on s'était effacé pour entendre cette conférence que tu as animée brillamment, Laurent. Donc, je te remercie vraiment pour cette animation, avec aussi tous nos intervenants que je veux remercier, Christian Berthuis de la Fondation OVE, Florence Casalis aussi, du Fonds de dotation Entreprendre et plus, il faut toujours aller plus loin. Guillaume de Citre, qui nous a à nouveau fait part de son engagement sur tous ces enjeux environnement notamment, Jean-Marie Destré, qui abrite maintenant près d'une centaine de fondations, Fondation Caritas, un ancien du conseil du CFF qui nous connaît bien, Anne de Lamotte, de la Fondation Université de Lille aussi, et qui va travailler avec le Cercle Fondation et Territoire, et puis Éric Aboudjian, de la Fondation Armée du Salut, et qui a à juste titre a mis beaucoup aussi l'accent sur les aspects nutritionnels, alimentaires. Donc on est des situations précaires, et je pense qu'il sera avec nous pour le cercle fragilité humaine que Jean-François Morin va animer, comme on l'a évoqué. Alors, je ne vais pas refaire des discours parce qu'on sort d'une assemblée générale, on a balayé beaucoup de choses. Je voulais d'abord vous remercier et annoncer que cette conférence, pour nous, elle permet de préparer ce qui va suivre, puisqu'on savait que cette année, on est sur un questionnement adaptation, résilience, et que donc cette crise sanitaire est aussi une façon de rebondir. Comme à chaque crise, j'ai insisté dans mon rapport moral sur les notions de prévention, qu'on oublie souvent, et de formation, donc de préparation à des enjeux, puisque le coût, la réparation, coûte toujours beaucoup plus cher en social, en environnemental, que l'information, la sensibilisation. Et je crois que vraiment notre secteur des fonds et fondations a une responsabilité, parce qu'on drive aussi c'est-à-dire qu'on draine des fonds, on draine des tendances, et il faut pouvoir mettre l'accent avec nos associations partenaires sur cet enjeu-là de la préparation dans le formation, préparation, accompagnement. C'est toujours beaucoup plus utile. Donc voilà, merci pour ça. Et je signale aussi que dans le cadre des discussions que nous avons eues avec le CFF, et voilà, donc il y a une initiative qui s'appelle One Sustainable Health, qui a vu le jour, qui est au carrefour de la santé humaine au sens très large. Il y a des pratiques aussi soignants-soignés qui évoluent beaucoup aujourd'hui. Santé humaine, santé animale, santé environnementale, parce que c'est aussi au cœur de ce dispositif qu'on doit travailler tous ensemble. Les causes ne peuvent pas aller les unes contre les autres. Les causes doivent s'additionner les unes avec les autres, avec bien sûr des spécificités, des verticalités qui sont nécessaires, et aussi de l'horizontalité entre tout ce que nous faisons. C'est ce que nous voyons de plus en plus. Donc merci à toutes les intervenantes et aux intervenants de cette conférence. Merci à toi, Laurent, qui intervenait à Fondam, et voilà, tu as une très grande expertise aussi de ces questions-là. Et puis, je voudrais vous quitter, clôturer cet après-midi CFF avec nos adhérents, en vous montrant donc, puisque la question nous a été posée, donc Jean-Marc Potran nous affiche le conseil d'administration, la configuration actuelle du conseil d'administration alors c'était très court, si on peut revenir dessus. Voilà. Parce que ça, c'est les personnes qui sont intervenues, que je remercie à nouveau. Voilà, donc je rappelle que 4 personnes ont été élues tout à l'heure et rejoignent le conseil d'administration que je remercie encore. Je remercie la fondation AG2R à la mondiale, qui est représentée par Delphine Allu, très engagée dans ce conseil d'administration. Stéphane Dauge, qui représente la fondation Apprentis d'Auteuil, qui est membre fondateur aussi du CFF. Notre trésorier, François Dupré, je dis notre trésorier parce qu'il va continuer, voilà, il est dans le bureau futur, qu'on présentera au CA lundi. Il est dans la fondation l'ARC pour la recherche sur le cancer. Maintenant est rentrée la fondation BNP Paribas avec Isabelle Giordano, également la fondation Entreprendre qui revient au CA avec cette fois-ci son directeur général, Thibaut de Saint-Simon. La fondation La France s'engage qui est représentée aujourd'hui par Damien Baldin. Je remercie également le fonds de dotation Greenlink avec Dominique Dupelou qui fait un gros travail aussi sur les questions de placement financier, de fonds. L'Institut Pasteur qui nous a rejoint l'an dernier avec son directeur général adjoint, François Romanex. La Fondation d'entreprise Massif, François Zarreur qui est notre secrétaire général et qui préside cette fondation. La Fondation Partage et Vie avec Catherine Schwartz. Voilà, donc moi, vous me connaissez un peu plus. La Fondation Pierre Fabre avec Élodie Montagne-Mouly.
la Fondation pour l'Université de Lyon qui vient de revenir au conseil d'administration. Avant, c'était donc Florence Bonnerue, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est Cécile Cassin, la directrice générale. La Fondation Le Rocher, très engagée sur les questions de fragilité humaine, mais toujours avec un esprit de résilience, comme l'a évoqué tout à l'heure Jean-François Morin, et comme c'était présent dans la table ronde qui vient de se dérouler. Jean-François dans le bureau également. La Fondation d'entreprise NCNCF, donc représentée aujourd'hui par Laetitia Gourbeil, mais je tiens à saluer l'engagement pendant de nombreuses années de Marianne Echette, qui nous a accompagnés, qui est une grande spécialiste de la générosité. Donc, je ne sais pas si tu nous entends, Marianne, mais voilà, un coup de chapeau aussi à ton engagement pendant toutes ces années, et je sais qu'il continue notamment sur le mécénat de compétences, entre autres. Et puis, bienvenue aussi à Philippe Mayol, qui vient de rejoindre le conseil d'administration du CFF avec la Fondation Terre Solidaire. Vous avez donc là la présentation des personnes, des membres que vous avez choisis et qui portent ce collectif du CFF et qui travaillent bien sûr pour l'ensemble du secteur des fonds et fondations et au-delà pour l'intérêt général. C'est bien notre mission. Un grand merci à vous toutes, à vous tous d'être connectés, d'être restés avec nous et à nos intervenants pour cette conférence, à toute l'équipe de l'organisation ici, ça fait, j'ai l'impression d'être dans un studio, il y a des régies de partout, là, ça fonctionne. Voilà, c'est l'envers du décor, mais ça a bien fonctionné. Et puis, restez connectés aux actualités du CFF. Nous aurons donc un grand rendez-vous à la rentrée. On en reparlera dans la newsletter du mois de juillet. Et puis, nous comptons sur vous parce qu'on avance toujours ensemble dans l'intérêt général. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.